Donc, mesdames, messieurs, ce soir, j'ai donc l'honneur de vous présenter Monsieur Christian Kumpar-Manvé, qui va nous entretenir sur la géopolitique de l'environnement, plus précisément discuter de quelle diplomatie africaine nous devons avoir, les nations africaines devraient avoir dans le concert des nations. Donc, Christian, à vous la parole. À tous, bonsoir. Je suis Christian Coupa, comme on vient de le présenter par le docteur Patrick. Alors, on va s'entretenir ce soir sur un sujet qui est intitulé La géopolitique de l'environnement, quelle diplomatie africaine dans les concerts des nations. Quelle diplomatie africaine dans les concerts des nations. Alors, je m'aimerais d'abord expliquer c'est quoi la géopolitique. La géopolitique, c'est juste une analyse politique, mais aussi une analyse géographique du monde. Alors, il s'agit de comprendre l'origine actuelle du conflit et bien évidemment essayer de voir les différents conflits à venir qui pourraient surgir. Alors, la géopolitique étudie toutes ces questions-là. Et aussi, de l'autre côté, nous avons la diplomatie. En fait, c'est quoi exactement la diplomatie? La diplomatie, c'est rien d'autre que la mise en œuvre d'une politique étrangère d'un État dans un espace donné. Alors, cette mise en œuvre de cette politique étrangère peut être bilatérale, c'est-à-dire État à État, ou multilatérale. On va essayer un peu de parler un peu de l'historique du changement climatique. Alors, bien évidemment, il y aura plusieurs questions qui seraient peut-être posées. On va peut-être nous demander pourquoi on mélange la politique et l'environnement. Pourquoi devrions-nous parler de la géopolitique de l'environnement? Il y a même certains auteurs, eux, ils parlent de la diplomatie environnementale. D'autres parlent de la diplomatie climatique. Donc, ce sont de termes, on va essayer du mieux qu'on peut, et c'est un peu de l'expliquer. Alors, je disais, des questions de changement climatique a vu le jour par des auteurs, en fait, de chercheurs et tout ça. Ils ont vu les climats mondiaux commencer à se dérégler. Ils ont fait de recherches, ils ont mis à la place publique le résultat de leurs recherches. Et par après, les, les présidents des États, ils se sont attendus de dire que non, nous devrions organiser un cadre de rencontre qu'on va essayer de discuter sur des questions liées en environnement chaque année. Bien évidemment, nous avons vu en 1972 le premier sommet climatique appelé le sommet de la Terre. C'est, en fait, on dirait, c'est le soubassement même de négociations climatiques. Alors, après cette année-là, on a vu, ça commence à être un peu régulier. Chaque année, les États commençaient à se retrouver ensemble pour discuter sur des questions liées en environnement. Il y avait plusieurs
questions qu'on discutait à cette époque-là. Donc, en termes de ces conférences, les États se sont attendus qu'ils puissent mettre un système qui serait comme un système régulateur des États. Donc, ce système-là a été mis en place dans le protocole de Kyoto. C'est-à-dire, à cette époque-là, on disait aux États de limiter leur quota des émissions et vice-versa. Et au fur du temps, on commençait à évoluer de conférence en conférence. Il n'y avait pas toujours des aboutissements. Jusqu'à aujourd'hui, nous allons de conférence en conférence. Alors, c'est quoi, comme je venais de dire, c'est quoi la diplomatie environnementale? Donc, la diplomatie environnementale c'est, euh, traite uniquement des questions liées à l'environnement. Là c'est la base. Mais sur le plan pratique, nous voyons cette discipline côtoie certaines questions commerciales, questions de propriété intellectuelle, commerciales liées euh, au, au commerce des espèces protégées, par exemple, et sur la propriété intellectuelle, le droit de population indigène, etc. Alors, pourquoi devrions-nous parler de la diplomatie environnementale? Pourquoi nous devrions mettre ensemble la science politique et l'environnement? Bien évidemment que actuellement, on ne peut pas dissocier la Terre et le monde. Pourquoi je dis ça, la Terre et le monde? La Terre, c'est comme l'astre sur lequel nous habitions, et le monde, c'est comme un système politique, donc un système qui gouverne même cet astre que nous habitons. Avant, on essaie un peu de les dissocier. Donc, la Terre, il y avait une science par des géologues, ils essaient un peu de voir, d'analyser même l'évolution du monde par rapport à ces éléments visibles. Mais actuellement, on ne peut pas les dissocier ensemble. Les systèmes politiques du monde et la Terre marchent ensemble. Raison pour laquelle nous devons parler de la diplomatie environnementale. Alors, cette diplomatie s'est faite à deux niveaux. Il y a la diplomatie des États et la diplomatie non étatique. Donc, la diplomatie des États, c'est une diplomatie traditionnelle, une diplomatie qui a pour objectif conventionnel ou coopératif. Alors, on va se poser, on reste d'abord sur la diplomatie des États. Actuellement, c'est très difficile de, de pouvoir dissocier ces genres de concepts, dans le sens où l'environnement, des questions liées à l'environnement, met en cause certains éléments constitutifs de l'État.
quels sont ces éléments-là constitutifs de l'État que l'environnement met en cause, qui nécessite une diplomatie des États. Aujourd'hui, quelle serait la notion de frontière aussi longtemps on voit certaines villes côtières commencent à disparaître par la montée des eaux, bien évidemment. Aujourd'hui, quelle serait la notion même de la souveraineté des États si certaines villes se voient être détruites par de catastrophes naturelles? Quelle serait la notion des territoires si nous voyons certaines villes est presque engloutie par la montée des eaux? Cela attire bien évidemment le politique avertir de pouvoir se mettre ensemble et trouver des solutions durables. Raison pour laquelle nous voyons une diplomatie des États, un État qui doit aller discuter avec un autre État. Ça peut être des questions liées par rapport aux réfugiés climatiques, parce qu'actuellement, avec des catastrophes naturelles, avec la montée des eaux et tout ça, ça fait une sorte de déplacement massif de population qui nécessite une diplomatie des États. Alors, raison pour laquelle vous allez voir que le politique s'intéresse vraiment actuellement à l'environnement. Et l'environnement est aujourd'hui parmi des questions de grands politiques contemporains. Alors, la diplomatie des acteurs non étatiques, bien évidemment, c'est la diplomatie que des ONG essayent de mettre en place. Et c'est un peu d'être comment on dit, la voix de son voix, la voix des communautés auprès des États, auprès de cette concert des nations. Alors, et cette diplomatie, on le voit plus avec des ONG, avec ces montées de mouvements de jeunes partout dans le monde. Donc, comme je venais de dire dans mon introduction, en fait, quand on parle de la géopolitique, c'est aussi comment gérer de conflits futurs. La géopolitique de l'environnement, comment on doit gérer de conflits futurs. Nous avons par exemple certaines villes, les villes côtières, bien évidemment, euh, qui commencent déjà à, je dirais, à se perdre et où serait euh, la population qui vivait dans, 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 dans ces portions de terre. Ils vont naturellement immigrer dans un autre territoire qui serait peut-être leur propre territoire ou un autre territoire d'un autre État. Alors, ce sont des conflits, je dirais, je l'appelle même des conflits latents, c'est-à-dire des conflits qu'on essaie de minimiser, mais qui pourraient, dans le futur, créer beaucoup de ennuis. Alors, les États devraient ouvrir grandement les yeux et essayer un peu de résoudre ces problèmes.
Alors, puis de maintenant de la diplomatie africaine, puis de cette diplomatie africaine. J'ai eu la chance de participer à ces forums en France qui a eu à traiter aussi des questions liées à l'environnement, des questions de la pauvreté, des questions de la famine et tout ça. Lors de notre participation, c'est par là que nous avons eu l'idée de parler de quelle diplomatie africaine. L'Afrique actuellement, je dirais pas actuellement, mais depuis la nuit du temps, a une richesse de par sa biodiversité, son couvert forestier. Donc l'Afrique a quelque chose. Parfois, dans des concerts des nations, l'Afrique se présente sans cahier de charge. Il se présente comme un enfant, un enfant de course des États, je dirais, des Occidentaux. C'est-à-dire, on, on s'arrête seulement à participer dans de grandes conférences sans pour autant imposer quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'Afrique doit, les États africains doivent y penser. Quand nous parlons de la diplomatie, c'est lui qui possède quelque chose, cette personne-là a la capacité d'influencer d'une manière ou d'une autre. On a vu par exemple le conflit euh, russo-ukrainien. On a vu comment la Russie a imposé je dirais, son hégémonie même sur le plan continental, en fait, sur le plan européen, je dirais, de par ses ressources. La Russie donnait du gaz dans la plupart de pays européens dépendaient directement de la Russie. Quand il y a eu conflit, la Russie a voulu imposer sa suprématie par rapport à ses ressources. Et on a vu de conséquences. On en a vraiment vu de conséquences. Voilà, y a d'autres qui n'arrivaient même pas à se positionner parce que la Russie avait donné sa position. Alors, puis des États africains, aujourd'hui, qui détiennent même, je dirais, une plaque tournante de la stabilité même de notre climat. Est-ce que l'Afrique doit toujours se présenter dans des concerts des nations comme des touristes ou l'Afrique doit amener un cahier des charges et essayer, je dirais à la limite, de contraindre certains États à pouvoir rentrer dans certaines conventions parce que chaque année, il y a eu, il y a, il y a, il y a des accords, il y a des conventions liées sur des questions climatiques. Fort, fort regrettable que ces accords n'ont jamais été respectés. Et les États africains, on les amène en bateau. Donc, chaque année, on se présente dans de concerts de nations et nous rentrons toujours main réduite. Donc là, c'est un constat général, mais il y a,
il y a eu quelques questions que nous nous sommes posées. Pourquoi les États africains se comportent comme ça? Parce que nous n'avons pas une diplomatie agissante. Ça serait quoi une diplomatie agissante? C'est une diplomatie où vous êtes sur la table des négociations, vous apportez quelque chose. Et sur base de ce que vous apportez, vous négociez sur ça. Et fort regrettable, nous voyons toujours des États africains rentrent et de dire que non, tel accord n'a pas été respecté. Mais la politique, je dirais même la politique de facettes, la diplomatie de facettes des États africains affaiblit de manière considérable nos États, la diplomatie environnementale africaine. Certains États, dans des concerts des nations, au lieu d'envoyer des experts qui pourraient négocier de manière sérieuse, certains se plaisantent de faire du tourisme. Et par contre, les négociations climatiques restent et demeurent une vitrine des bonnes intentions. Parce que si vous envoyez de figurants, de gens qui n'arrivent même pas à négocier, et on aura toujours ce genre de résultats. Voilà. Comme je venais de le dire, l'Afrique joue un très grand rôle hein, dans la régulation du système climatique et tout ça. Donc, il devrait aussi avoir une diplomatie agissante. Positionnement géostratégique de l'Afrique dans l'équilibre climatique. Donc, comme je venais de dire, malgré tout ce que nous possédons, nous devons avoir une intelligence stratégique. Quand je parle de nous, je parle de, des États africains. Une intelligence stratégique pour réussir. Cette intelligence stratégique marche aussi de pair avec de coopération sincère, de coopération sincère avec deux États. Essayer de coopérer, essayer aussi de leur faire voir qu'est-ce que nous gagnons si nous allons dans cette posture, qu'est-ce que nos communautés vont perdre si nous acceptons ça. Donc, c'est tous ces questionnements, on va essayer de se poser. Les États essayent de se poser et trouver directement euh, la solution. Donc, ici, on a les défis environnementaux de l'Afrique. Les défis environnementaux. Au-delà de notre capacité de réguler le climat dans le monde, nous avons aussi quelques défis liés à cette, je dirais, une mauvaise gestion de notre environnement. L'Afrique a toujours tendance à aller demander. Nous avons nos ressources qui permettent à ce que le monde puisse garder son équilibre climatique, mais nous oublions en interne certains,
gestion en fait de certaines de nos ressources. Les États africains n'arrivent même pas à mettre en place des politiques environnementales qui pourraient réduire les taux de pollution dans nos différentes villes. Donc, ce sont des défis que les États africains euh, doivent vraiment relever. Il y a aussi du côté de la déforestation. Voilà, la déforestation aussi, c'est parmi les défis vraiment que les États africains doivent vraiment lutter pour essayer un peu de contrôler. Donc, il y a de part et d'autre, par manque d'une certaine police environnementale, nous trouvons une déforestation peut-être incontrôlée et sous les yeux de nos dirigeants et qui rend directement la diplomatie des États africains très faible. Parce que si on le dit, je l'ai même épinglé juste au début là, la diplomatie, c'est la mise en œuvre de la politique d'un État. Et si sur le plan interne, votre politique n'est pas organisée, ne serait-ce du niveau de l'environnement, sur le plan international, il n'y aura aussi rien de concret. Donc, tous ces éléments-là sont des défis que les États africains doivent relever. Alors, ici, je m'excuse. Bon, il y a des initiatives diplomatiques actuelles pour l'environnement en Afrique. Au-delà de tout ce que nous venons de présenter, si pour une diplomatie africaine soit agissante, voulais-je dire, il y a des éléments que les États doivent impérativement suivre, c'est-à-dire initier certains partenariats qui seraient peut-être bilatéraux ou multilatéraux. Donc, et ces partenariats qui seraient bénéfiques même euh, au continent, voire même aux États, eux aussi au niveau interne. Les États africains, pour qu'ils puissent développer leur diplomatie, pour que leur diplomatie soit agissante, au niveau de tests législatifs, ils doivent bien garnir ces tests. Certains États africains ont des tests, bien sûr, mais ces tests souffrent de l'applicabilité. Alors, si on essaie un peu d'arranger tout ça, l'Afrique aura une diplomatie agissante. Alors, ici, on essaie un peu de parler de quelques acteurs clés de la diplomatie environnementale africaine. Nous avons des organisations internationales, les gouvernements nationaux et des ONG, les ONG et communautés locales. Donc, ce sont des acteurs majeurs de la diplomatie environnementale africaine. Actuellement, on ne peut pas refuser la diplomatie de certains acteurs, entre autres euh, le membre de la société civile qui monte souvent au créneau pour essayer de pousser
très loin, c'est cette diplomatie des États africains. Alors, ici, on parle de quelques opportunités pour l'Afrique dans la diplomatie environnementale. Voilà, c'était vraiment ce que je conclus quand j'essayais vraiment d'analyser et de réfléchir tout autour de ces sujets. L'Afrique, je dirais, doit avoir un rôle des leaders dans des négociations internationaux. Les États africains doivent vraiment avoir un rôle de leader. L'Afrique a l'opportunité de devenir un leader mondial dans la diplomatie environnementale parce que l'Afrique possède ce que le monde a besoin. Fort malheureusement, certains de nos dirigeants sont distraits et ils s'intéressent à autre chose et nous avons le résultat que nous voyons. Il y a le partage de ressources, donc je dirais par la coopération internationale. La coopération internationale offre à l'Afrique des opportunités pour le partage de ressources environnementales. Bon, il y a plusieurs opportunités, l'Afrique peut saisir. On ne doit pas peut-être attendre que ces opportunités-là arrivent. Les États africains doivent eux-mêmes créer ces opportunités-là et susciter le besoin euh, auprès des autres États. Bien évidemment, les États occidentaux. Troisièmement, en termes d'opportunités, il y a les investissements durables. La diplomatie environnementale mondiale peut s'ouvrir une porte pour des investissements durables en Afrique. Quand vous avez une diplomatie agissante, une diplomatie sur le plan international prend ses rôles de leader et amène un cahier de charges bien garni, nous attirerons bien évidemment euh, des investisseurs, pas des opportunistes, vraiment de personnes qui veulent s'investir vraiment dans le domaine. Voilà. Les obstacles à la participation de l'Afrique dans la diplomatie environnementale mondiale. Tout ça, on peut tout dire, mais il y a de barrières financières. Les défis, les défis financiers entravent la participation active de l'Afrique dans la diplomatie environnementale mondiale. Il y a certains États, par manque de moyens, par manque de finances, ils n'arrivent pas à mettre en œuvre leur politique environnementale parce que ce sont des États pauvres. Il y a aussi des capacités techniques, c'est-à-dire un manque de ressources et de compétences techniques sur les secteurs qui limitent un peu la diplomatie environnementale des États. Troisièmement, il y a la complexité politique.
la complexité politique entre les pays africains peuvent représenter un obstacle à la diplomatie environnementale mondiale. Chacun arrive avec sa politique, ses intentions, euh, vraiment le cahier de charge en fait. Donc, on n'arrive pas à coordonner certains mouvements pour que nous puissions trouver un résultat escompté qui serait bénéfique pour l'Afrique. Alors, ici, il y a des solutions pour renforcer la diplomatie environnementale africaine. Il y a des alliances, renforcement des alliances au niveau de la sous-région, essayer de créer des alliances. On ne devrait pas toujours attendre euh, la conférence de parties de l'année qui vienne pour essayer de discuter, quand bien même qu'on sait avant d'y aller participer dans des conférences, certains États s'y retrouvent en groupe et discutent de leur cahier de charges et ça leur permet d'avoir un même langage. Mais ce genre des alliances, ça serait bien si ça s'intensifie en fait au niveau de chaque territoire. On essaie un peu de coordonner nos politiques environnementales sous-régionales et cette politique environnementale sous-régionale, on va le mettre en œuvre dans nos différents colloques ou conférences. Donc, maintenir aussi le dialogue, les conférences. Je suis partisan que les conférences de partis doivent continuer à exister, mais on doit essayer un peu de changer de format. Essayer de changer de format de ces dialogues. Donc, les conférences et les dialogues favorisent l'échange des connaissances et de la coopération pour l'environnement en Afrique. Troisièmement, une solution pour renforcer la diplomatie environnementale, les accords et conventions. Bien évidemment, les accords et conventions, bien qu'on les dit, mais c'est de Paris qui a été un accord contraignant. On sait que les États ont du mal à respecter ces accords. Et sur ces points-là, nous avons vu même la limite du droit international dans des conventions internationales parce que chaque État est souverain. Il peut se retirer d'un accord quand il veut. Il peut rentrer aussi quand il veut. Donc, c'est un peu ça. L'accord est respecté euh, si cet accord-là nous arrange, bien évidemment sur le plan économique, si ça ne touche pas notre économie. Donc, sur euh, cette succession de conventions, des accords, ça prouvait même la limite du droit international. Alors, cela ne veut pas dire que nous devrions arrêter avec des accords. Non. La ratification d'accords et des accords et de conventions renforce l'engagement diplomatique de l'Afrique pour l'environnement. Là, au niveau de deux États. Donc, quand bien même que ces accords souffrent de cette applicabilité, nous devrions continuer à le ratifier parce que la politique de la chaise vide ne marche toujours pas. Alors, voilà, je suis arrivé au terme
de mon intervention. La conclusion, l'importance de la diplomatie environnementale pour l'avenir de l'Afrique et du monde. La coopération internationale, l'engagement diplomatique international est essentiel pour relever les défis environnementaux mondiaux. Il y a aussi les innovations et technologies. L'innovation et la technologie peuvent soutenir les efforts diplomatiques pour résoudre les problèmes environnementaux. Troisièmement, la responsabilité partagée. Donc, la diplomatie environnementale repose sur une responsabilité partagée pour protéger notre planète et ses habitants. Donc, nous avons tous une responsabilité partagée, que ce soit les États africains, que ce soit les États internationaux. Voilà, merci. Pour commencer, donc, Christian, je vais commencer. Ma question va commencer donc par la fin de votre propos, spécialement en parlant de conclusion. Vous avez le point numéro 2 parlait de, je crois, l'innovation et la technologie. Donc, j'aimerais savoir en tant qu'activiste et chercheur sur les questions géopolitiques liées au climat, quelle est la place de la recherche vraiment là? Donc, parce qu'à la base de la technologie et l'innovation, c'est vraiment la recherche. OK? Donc, quelle est la place de la recherche sur les questions climatiques vraiment en Afrique? Est-ce qu'elle existe vraiment, cette recherche-là? Merci beaucoup, M. Patrick, pour la question. Euh, la recherche est très importante en Afrique. Pourquoi? Parce que ça va permettre de résoudre certains problèmes. Parce qu'on doit s'adapter. L'environnement, en fait, je dirais, euh, ces problèmes de réchauffement climatique, c'est-à-dire que le climat ne va pas, comment on dit, ne va pas s'arranger, si je vais utiliser ces termes un peu clairs. C'est-à-dire qu'on ne va pas retourner au risque zéro. Donc, ça va commencer à s'empirer du jour au jour. Ce qu'on peut faire, c'est chercher de moyens d'atténuation et d'adaptabilité. Alors, ces moyens d'atténuation et d'adaptabilité passent nécessairement par de recherche. Voyez-vous? Donc, la place des recherches est très importante dans la diplomatie, je dirais, dans la diplomatie africaine. Diplomatie Oui, oui, donc, mais la question c'est, est-ce que cette recherche existe? Est-ce qu'elle est faite? Et est-ce elle informe les politiques, en fait? bah oui, hein, de recherche continue à être fait et tout ça. Mais le problème en Afrique, c'est un problème général, on le connaît. Et c'est-à-dire que de recherche n'ont pas toujours de place, en fait. Et on va voir le budget qu'on alloue pour la recherche scientifique. Je dirais par exemple en RDC, quand on parle de recherche scientifique, c'est comme du rien, quoi. C'est du rien. Ce n'est pas trop considéré. Donc, du coup, les chercheurs s'emmerdent eux-mêmes à trouver certains résultats et ça crée cette fuite des cerveaux en Afrique. Donc, par manque d'organisation, par manque de considération de chercheurs, et puis ça crée cette fuite de cerveau. Et par ailleurs. OK, merci bien. Il y avait une main levée de Elina Marcus. Que je réponds au nom d'Olivier Toumba depuis la République démocratique du Congo. OK. Je dis merci d'abord à M. Christian pour son intervention. Je l'ai très bien suivi depuis le début jusque-là. Je l'ai très bien suivi. Et ma question, en fait, ira peut-être dans trois directions.
j'aimerais poser à Christian la question. Il a parlé des opportunités pour l'Afrique dans la diplomatie environnementale mondiale. Et j'aimerais poser ma question. La première, allant dans le sens des leaderships, il a parlé du rôle des leaderships. L'Afrique a des opportunités à devenir un leader mondial dans la diplomatie environnementale. Quels sont les mécanismes que l'Afrique doit normalement mettre en place pour qu'il devienne ces leaders mondiaux sur le plan environnemental? La deuxième direction de ma question est dans le sens où il a parlé du partage des ressources. Christian a parlé du partage des ressources et j'aimerais poser ma question à Christian, à M. Christian bien sûr, pour qu'il essaie un peu de nous expliquer en parlant du partage des ressources. Aujourd'hui, il doit savoir que l'Afrique, en fait, le monde international, soit la communauté internationale, est régie des lois, soit des textes juridiques, si je peux dire ainsi. Nous sommes régis des textes juridiques qui sont mis en place, qui régissent le monde international. Et ces textes sont déjà mis en place. Et aujourd'hui, comment faire encore écouter la voix, soit nos voix, au sein des leaders africains, pour qu'ils respectent ces textes qui sont mis en place pour que, pour que ces partages soient vraiment effectifs. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons avec ce qui se passe en Afrique, il y a un problème de leadership et tout, un problème de leadership au sein du continent. Et j'aimerais vraiment que Christian nous essaie un peu de nous expliquer ces partages de ressources, comment ça peut se faire, comment ça peut se passer, afin que l'Afrique aujourd'hui puisse mettre vraiment, donc soit chaque parti africain, soit chaque État mette en place un système très bien défini pour que ces partages soient vraiment équitables, soit ces partages soient vraiment légaux. Donc voilà un peu. Et la troisième question, allant dans la direction de l'investissement durable et tout, Christian nous a parlé de l'investissement durable. La diplomatie environnementale mondiale peut ouvrir le porte pour des investissements durables en Afrique. Quels sont ces investissements normalement durables que l'Afrique peut mettre en place pour que nous puissions aussi attirer non seulement les Africains, mais ceux qui sont aussi de l'autre côté, donc d'autres continents. Donc voilà un peu mes trois questions que je voulais poser à M. Christian, si seulement il peut nous éclaircir un peu là-dessus. Merci. Et Christian, la parole est à vous. Oui, oui, merci beaucoup, Monsieur Olivier Toumba, pour vos questions. Alors, la première question m'a demandé quels sont les mécanismes à mettre en place pour que nous ayons une diplomatie environnementale agissante. C'est ça. Ouais. Monsieur Oui, Olivier, vous êtes là? oui, je suis là, je suis là. D'accord. Premièrement, le mécanisme à mettre en place pour que nous ayons une diplomatie environnementale agissante, il faudrait renforcer nos tests législatifs. Premièrement, renforcer nos tests législatifs en interne. Deuxièmement, le mécanisme à mettre en place pour que nous ayons une diplomatie agissante passe nécessairement par des hommes outillés, c'est-à-dire dans des concerts des nations, de personnes qui doivent représenter les États africains, doivent premièrement maîtriser des questions liées à l'environnement et de maîtriser aussi les acteurs internationaux.
Donc, cela ne se limite pas seulement à une connaissance des questions liées à l'environnement, mais à faire une étude, je dirais une étude des comportements des acteurs internationaux. Donc, on doit être, les États doivent être, bon, en fait, je dirais même, les personnes qui représentent les États sur le plan international doivent être en mesure d'identifier quel type d'acteurs que nous devrions coopérer, quel type d'acteurs que nous devrions peut-être euh, négocier sur tel type, tel aspect de choses. Donc, il faudrait cette connaissance holistique des acteurs internationaux. Parce que les acteurs internationaux, eux, ils ne se comportent pas de la même manière. Ils ont leur façon de se comporter. Deuxièmement, la question, c'est lié au partage de ressources. C'est d'ailleurs même, c'est d'ailleurs même la question même de la géopolitique de l'environnement. Parce que la géopolitique analyse non seulement le fait politique, non seulement la politique, mais aussi la géopolitique fait une analyse géographique du monde. Il y a certains États, en l'occurrence certains États africains, je dirais par exemple le Tchad et tout ça, il y a quelques États qui sont généralement frappés par la sécheresse. Il y a certains États, en l'occurrence la République démocratique du Congo, qui, qui a le fleuve Congo et tout ça. Et ce fleuve peut, dans l'avenir susciter un point de discorde. Parce que les États qui sont en manque de ces ressources, ils vont venir de gré ou de force. C'est ça, en fait, la géopolitique. C'est-à-dire qu'il faut anticiper de crises futures. Ces choses pourraient arriver à tout moment. Je ne dis pas qu'on doit tout donner et tout ça, mais pas une diplomatie environnementale. Moi, c'est mon point de vue. On peut essayer de partager ce genre de ressources, c'est-à-dire que ça sera moyennant quelque chose. Ça sera moyennant quelque chose. Si les autres cherchent ce que nous avons, sur base d'un accord, on peut trouver quelque chose d'intéressant chez eux et nous, par contre, nous les donnons une partie de ce que nous possédons. Bien évidemment, sur base des accords qui seraient des accords win-win, des accords gagnant-gagnant. Troisième question, vous avez parlé des investissements durables. Euh, il y a des investissements qu'on peut, en fait, l'Afrique peut être bénéfique. Des investissements liés peut-être à la création je dirais, de zones de conservation de forêts et qui pourraient attirer de bailleurs de fonds qui vont investir dans les crédits carbone. Et cela serait bénéfique non seulement à l'État, mais aussi aux communautés locales. Donc, ce genre d'investissement durable lié à nos ressources que ça peut créer quelque chose de bon au sein de la nation. Il y a aussi la protection comment on dit, la protection des espèces rares. Si nous protégeons bien notre faune, on peut créer de zones qui, je dirais, de parcs. On en a de parcs, mais plusieurs, je dirais, je dirais même de parcs privés qui va attirer plusieurs touristes qui viendront essayer de voir ces espèces rares. Donc, renforcer aussi ces genres je dirais, ce genre de protection de nos faunes qui va nécessairement
attirer certains investisseurs qui viendront investir dans ces domaines. Je pense que j'ai épuisé ces trois questions. Ok, Christian, je vais poser une question, mais vraiment assez précise. La question vient d'un des, je l'ai pas sous les yeux là, mais je préciserai. Mais la question est celle-ci. Si vous pouvez résumer votre présentation en une seule phrase, que En diriez-vous? une seule phrase. Une seule phrase, voilà. Ah, voilà, en une seule Voilà. phrase, Donc, essayez de la résumer en géopolitique. une seule phrase. Ça va répondre à la question qui a été posée par, je vous donnerai le nom d'un moment à l'autre, mais vous pouvez y aller. Et puis, on va prendre une question de l'audience. Bon, en une seule phrase, je dirais la géopolitique de l'environnement, pour que l'Afrique puisse avoir une diplomatie agissante sur le plan international, l'Afrique doit nécessairement mettre en avant-garde ses ressources naturelles. Sur base de ces ressources naturelles, ils peuvent trouver de la part négociable. Donc, la diplomatie que je voulais dire agissante, que l'Afrique doit retrouver son rôle de leader par rapport à ce qu'il possède. Parce qu'en diplomatie, il n'y a que des intérêts. Si tu ne représentes rien, tu n'auras rien. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. Mais l'Afrique a quelque chose. Quelle sera cette diplomatie agissante-là pour OK, que mais là, ça l'Afrique fait plusieurs puisse être phrases. Donc, bénéficiaire de cela? d'accord. Mais Bon, donc, c'est un c'est peu quoi la ça. phrase alors? Parce que vous avez plutôt élaboré. Donc, c'est Bettina qui pose la question depuis le chat. Donc, après, on va aller à Judas et puis à Elina Marcus. Mais donc, en résumé, Christian, une fois de plus, en une seule phrase, résumé de Oui, de la vous présentation. savez que c'est très difficile de résumer ces grands thèmes en une seule phrase sans pour autant épingler quelques éléments qui pourraient euh, faire comprendre même le thème. Donc, si je pourrais dire que l'Afrique puisse retrouver son rôle de leader en mettant en exergue ses ressources naturelles sur OK, le plan international. c'est parfait. Voilà. Donc, je vais demander à Judas Béharé Soro de poser sa question. D'accord, merci encore pour la qualité de votre présentation. Je suis Judas Béaré de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'ai très aimé un peu votre présentation. J'ai parlé de diplomatie environnementale. C'est une nouvelle approche pour l'Afrique de pouvoir se positionner en matière de développement, en matière de gains économiques aussi. Et ma question est relative à ce volet. Vu que on peut dire les accords au niveau bilatéral ou multilatéral s'installent au niveau de la diplomatie environnementale. Est-ce que cette diplomatie-là ne peut pas permettre à l'Afrique de se positionner sur les instruments financiers que peut-être les structures ou les structures nous proposent pour les projets, sur ces instruments-là, de sorte que l'Afrique puisse gagner en profit en termes en termes économiques, en termes de développement économique. Donc, ma question, c'est relativement à ces instruments financiers qu'on a, relativement à des projets qui nous proposent, comme vous l'avez parlé des projets carbone, comme vous l'avez parlé des projets de protection de parcs et réserves et bien d'autres. Mais ces projets de protection nous présentent des instruments financiers ou peut-être qui entravent, peut-être ça peut être des subventions, ça peut être même des prêts. Donc, si ce sont des prêts, donc nous serons amenés encore à pouvoir rembourser de l'argent à ces institutions, mais à ces structures qui nous proposent. Mais est-ce qu'avec la diplomatie environnementale, avec ce pas-là, l'Afrique ne peut pas se positionner de sorte à pouvoir créer elle-même un instrument financier par rapport à ces différents projets lorsque la communauté internationale nous présente des projets en faveur de nos ressources naturelles? Donc, voilà un peu ma question. Bonne question. Christian? Merci. Très, très bonne question, Monsieur Judas. Oui, c'est ce qu'on a essayé un peu de réfléchir ici. Donc,
on doit nous-mêmes créer certains mécanismes financiers qui pourraient nous ramener quelque chose, mais c'est aussi important de pouvoir négocier avec les autres États. C'est-à-dire, nous avons quelque chose, on sait que l'Afrique a un sérieux problème sur le plan économique et tout ça, mais sur le plan naturel, nous sommes, je dirais, nous sommes bénis, nous avons nos ressources. Sur base de ces ressources, nous pouvons coopérer. Je venais de dire, on coopère si seulement on a quelque chose. Donc, sur base de ce que nous pouvons, nous avons, on peut créer, je dirais, certains partenaires qui viendront et tout ça sur le plan de la diplomatie. Essayer de mettre tout ça en exergue. Donc, j'aimerais aussi épingler une chose. Une diplomatie aussi agissante environnementale, on doit d'abord s'organiser sur le plan interne parce qu'aucune personne ne peut venir investir dans une organisation qui est, je dirais, désorganisée, qui n'ont pas de règles. Raison pour laquelle on devrait commencer par organiser d'abord nos politiques internes sur le plan de l'environnement et par là, on va essayer d'étendre la main auprès d'autres personnes et créer ces partenariats win-win. Donc, c'est tout à fait possible sur le plan de la diplomatie environnementale que nous puissions créer certaines choses qui seraient bénéfiques à l'Afrique. Ok, merci Christian. J'ai une question. On va aller à Elina Marcus dans une seconde, mais j'ai une question en ligne ici de Pasteur Sami Ilunga. Donc, il dit comment est-ce que les jeunes qui constituent une frange importante de la diplomatie environnementale peuvent contribuer à sa réussite? Donc, comment est-ce que les jeunes, la jeunesse peut contribuer à la réussite de la diplomatie environnementale? Oui, merci beaucoup, Pasteur Sami, pour la question. Ce que la jeunesse peut faire, c'est continuer à faire la pression aux États de respecter non seulement le règle qu'eux-mêmes ils ont mis en place sur le plan national et de leur pousser à d'autres défis. Donc, c'est ce que les jeunes doivent continuer à faire toujours. Être présents dans de conférences, essayer de pousser cette diplomatie-là pour que cette diplomatie-là soit agissante. Donc, c'est la présence de jeunes, c'est le lobby que les jeunes vont commencer à faire, non seulement au niveau interne, mais au niveau international. Cela va renforcer encore davantage la diplomatie environnementale. Parce qu'on avait parlé dès les débuts, il y a la diplomatie des États et la diplomatie des acteurs non étatiques. Et ces groupes de jeunes font partie de cette catégorie de diplomates non étatiques. Donc, c'est un peu ça. Et c'est un peu d'aller encore, les jeunes puissent continuer à marquer leur présence dans de différents colloques ou conférences internationaux, mais aussi essayer de pousser sur le plan interne que les États d'abord eux-mêmes puissent mettre de l'ordre sur leurs tests, parce que la plupart des États ont des tests, mais qui souffrent de l'applicabilité. Jafet, nous l'avons perdu. La connexion était un peu difficile. Je crois que nous l'avons perdu. Bon, quand il va se connecter, il aura l'occasion de poser sa question. Mais je sais que, Elina, oui, allez-y, je vois que vous avez ouvert votre micro. Vous pouvez vous présenter parce que je sais que votre nom n'est certainement pas Elina Marcus, mais vous pouvez y aller. Merci.
Bonsoir, faites-moi signe si vous m'entendez. Déjà qu'il y a un problème de connexion. Non, vous êtes parfaitement clair. Vous pouvez y aller. Ok, merci. Voilà, moi c'est Thierry. J'interviens depuis la République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. OK. J'ai quand même, je ne sais pas si je vais appeler ça une question ou une préoccupation qui sera étayée sur trois volets. Premièrement, évidemment à M. Christian, hein. La diplomatie environnementale vise principalement à établir des accords interétatiques concernant la réduction des gaz à effet de serre, la conservation de la nature, le partage des ressources en eau, la protection de la biodiversité. Alors, allons sur cette perception de choses. Je voulais savoir auprès de notre hôte de ce soir, est-ce que l'Afrique en général et particulièrement la RDC se serait lancée déjà dans cet élan-là? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, je voulais savoir, et, étant que spécialiste en la matière, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à l'endroit des États africains par rapport à cette diplomatie environnementale? C'est quand même important d'en parler, d'en discuter, mais je pense qu'il importe également pour les jeunes tels que nous qui sommes intéressés dans cette matière de formuler également les recommandations. Alors, je veux chuter par une troisième question en apartheid. J'entends souvent les gens parler de la diplomatie verte. Est-ce que M. Christian peut nous aider à comprendre un peu si jamais il y a une différence entre la diplomatie environnementale et la diplomatie verte? Sont-elles, les deux concepts sont-elles parallèles? Sont-elles identiques? C'est une question d'expression, c'est une question de jeu de mots. Et tant que spécialiste, je voudrais également qu'il nous aide à comprendre un peu la compréhension de ces deux expressions. Merci beaucoup. Très bonne question. Christian, allez-y. Oui, merci beaucoup, Monsieur Thierry. Je pense commencer avec sa dernière question. Mhm. Voilà, c'est une très bonne question. C'est une question purement doctrinale. En Mhm. fait, euh, quand on parle de la diplomatie verte, on fait allusion uniquement à la diplomatie liée aux ressources forestières. Là, selon certains auteurs. Mhm. La diplomatie environnementale prend, en fait, c'est le tout même de l'environnement. On prend des questions liées à la forêt, on prend des questions liées à la biodiversité et autres. Donc, ce sont juste des jeux de mots et il y a certains qui essaient un peu de le mettre ensemble. Il y a certains qui parlent de la diplomatie écologique, la diplomatie des écosystèmes, la diplomatie verte. Donc, dans chaque domaine, ils essaient un peu de créer une sorte je dirais, des disciplines propres à eux. Mais concernant votre question, la diplomatie verte est reliée uniquement aux ressources forestières. Donc, on parle de forêt. Quand on parle de la diplomatie verte, c'est ça. La diplomatie environnementale, c'est un tout. On prend le tout. Et votre deuxième question, je crois, vous avez posé la question si la RDC s'est déjà lancée dans ces processus de la diplomatie environnementale et tout ça. Je ne sais pas si c'est ça la question, Monsieur Thierry. C'était l'une des questions. Vous pouvez y aller. C'était la toute première, je crois. Exactement. Mais vous pouvez y aller. La- exactement. Oui, la RDC est déjà dans cette lancée de la diplomatie environnementale. Je dirais la diplomatie environnementale non agissante. OK. Pourquoi je dis ça, la diplomatie environnementale non agissante? Parce que la RDC se limite à participer seulement dans des conférences et à signer les accords, mais on ne voit pas l'apport, le poids
de la RDC comme un grand dans la sous-région sur ces genres dans de concert des nations. On voit la RDC prendre la place des figurants, je le dirais de manière un peu crue. L'autre fois, on était à Paris. On a vu comment notre voisin, le Congo d'en face, essayait de s'imposer en leader dans ce genre de négociations. Et la RDC était là, je dirais, ils étaient là en train de voir, sans pour autant essayer un peu d'influencer quelque chose. Donc, la plupart en fait, de participants qui représentent la RDC dans certains colloques qui parlent du climat, on part toujours en touriste. Donc, on n'a pas une diplomatie agissante, mais plutôt une diplomatie non agissante. Je suis là, désolé, hein, il y a un souci de connexion auquel je suis buté, mais Oui, j'étais en train de vous suivre. Alors, la deuxième préoccupation, c'était juste en rapport avec les recommandations que notre expert en la matière pourrait formuler à l'endroit des pays africains et particulièrement à la RDC par rapport à cette diplomatie environnementale. Merci. Ok, Christian, donc 1 minute, vraiment 1 minute, comme ça oui, on va prendre deux questions pour clore. Oui, mais merci beaucoup, Monsieur Thierry, pour la question. Si on peut aussi m'accorder la parole, hein? Si on peut aussi m'accorder la parole. Sans problème, Samuel, on arrivera vers vous. Ok, Christian? Ben, je disais, les recommandations pour la RDC n'est rien d'autre que d'envoyer de personnes outillées sur des questions liées à l'environnement, premièrement, et deuxièmement, de ces gens-là qui doivent maîtriser la psychologie des acteurs internationaux. Donc, c'est un peu ça, et c'est un peu de mettre en place, je ne sais pas, une sorte de commission qui va mettre les scientifiques et les diplomates des carrières ensemble, parce qu'eux, ils savent le jet des négociations. Un scientifique, quelqu'un qui a de la matière, qui connaît même les questions liées à l'environnement, lui, c'est limite sur le plan technique, mais un expert en diplomatie, il sait là où il va aborder et il sait comment mener une négociation. Parfait. Merci, Christian. On va donc donner la parole, c'est Pasteur Ilunga qui a une question qui sera certainement sa deuxième question de la soirée parce qu'il a posé une question un peu plus tôt. Pasteur Samuel? Merci beaucoup pour la parole. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Oui, on vous entend. D'accord. Merci vraiment pour l'intervention et merci pour la conférence. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Mais il y avait quand même des informations à partager. Je voudrais dire que la RDC a quand même des bons négociateurs et des bons diplomates sur le plan environnemental. Je peux en citer quelques-uns, je crois qu'Oupar connaît. Il y a l'ambassadeur Tossi Panou, et au niveau du ministère, il y avait toute une liste. Il y avait un grand nombre de négociateurs qui étaient là. Évidemment, c'était seulement pour les questions de COP, des conférences des partis, pas seulement au niveau du climat, mais la conférence des partis au niveau de la biodiversité et la conférence des partis au niveau de la désertification. Ce sont ces gens-là qui étaient au niveau du ministère. Mais le vrai problème, il faut le dire, le vrai problème réside au niveau de changement des ministres à la tête de nos ministères. Lorsqu'un ministre vient
il veut au niveau de l'équipe de négociation mettre des personnes qui ne maîtrisent pas. C'est ça déjà le vrai danger. Et lorsque ce genre-là, on constitue une équipe, les ministres qui arrivent veulent voir un Samuel Ilunga qui n'a aucune notion, par exemple, des questions environnementales, qui n'a aucune notion des négociations. Il n'est même pas un négociateur ou ambassadeur ou que ceci, c'est là. Mais on les met dans ce groupe-là pour être parmi les gens qui vont aller cause de nos échecs. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir si déjà, parce que je suis d'accord que les jeunes tels que Koupar et le reste, vous autres là, commencez déjà à y réfléchir. Il va falloir que nous changeons la façon de voir les choses et que nous révolutionnons les choses. Parce qu'en réalité, ce sont les politiques qui prennent en otage cette question. Vous ne pouvez être négociateur pays que si vous avez les quitus de votre pays. Mais écoutez, si vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec la ministre ou le ministre, quelle que soit l'expertise que vous avez, quel que soit que vous n'aimez pas votre nom, vous ne serez pas négociateur pays. Et il faut être négociateur pays pour voir que ce que vous apportez peut être mis dans les dernières déclarations et vous n'allez pas avoir accès dans les salles où les grandes discussions se font. C'est déjà là le problème. Donc, nous devons nous battre pour avoir dans les jours à venir, évidemment, même pour tous les pays africains, je crois que c'est ça le problème, même dans beaucoup, même pour le Congo-Brazzaville et le reste, avoir des arrêtés clairs où nous avons des négociateurs, nous avons des gens qui sont clairement dans les arrêtés, on sait leur cursus, on sait qu'ils peuvent contribuer à X, Y choses, et ce serait un pari gagné pour nous. Mais si nous ne les faisons pas, chaque ministre qui viendra procédera de sa façon. Il se dira, écoutez, ça c'est maintenant la COP sur la désertification. Moi, je voudrais avoir 5 membres de mon cabinet. Mais les 5 membres de son cabinet-là, il amène par exemple ce qui ont fait la médecine pour cette question-là. Il vient comme intellectuel, mais qui ne maîtrise rien sur les questions environnementales. Il n'est même pas scientifique. Troisièmement, il n'est même pas diplomate. Vous voyez le danger à quel niveau? Donc, je crois que nous devons multiplier ce genre de webinaires, mais pas seulement en termes de partage d'informations, mais en termes de renforcement des capacités pour les jeunes, afin de susciter beaucoup de jeunes sur cette question et préparer la jeunesse montante afin de prendre le relève. Sinon, chers amis, nous allons nous plaindre et nous allons nous plaindre jusqu'à la fin. Je crois que c'est ça ma contribution. Ok, merci. Je vais permettre à Christian de donner son mot de fin et de commenter là-dessus, mais c'est vraiment parfait. Je vois Bettina qui dit que c'est parfait parce que plutôt Bettina a posé la question de savoir pourquoi mettre la politique dans des questions environnementales. Mais Pasteur Ilunga vient de nous expliquer que c'est parce que la politique, des fois, se mêle des questions environnementales et embrouille toute la politique environnementale qui pourrait exister à cause des questions d'affinité et puis voilà, qui existent naturellement dans nos milieux politiques. Et ce n'est pas seulement en RDC, c'est observé un peu partout dans le monde, hein, au-delà même des pays africains. Mais je vais permettre à Christian donc de commenter là-dessus, sur le commentaire de Pasteur Ilunga qui était assez pertinent et assez direct, assez tranchant. Christian, votre commentaire et peut-être mot de fin aussi. Je salue mon aîné Ilunga, Pasteur Ilunga. Il a très bien brossé la situation et il n'y a pas grand-chose à mettre là-dessus. Il a vraiment dit on a vraiment de personnes outillées, quelques personnes outillées qui pourraient mener à bon port cette diplomatie environnementale. Mais c'est au niveau de l'appareil politique qui fait défaut. Directement, je vais peut-être mettre un mot par rapport aux questions de Madame Bettina, je crois. Pourquoi mettre la politique dans des questions environnement, c'est ça? Oui, c'était ça. C'était une question posée il y a à peu près 1 heure, hein, mais c'était ça essentiellement. Ah ben, bon, rapidement, dans moins de 1 minute, je peux peut-être apporter quelque chose. Je l'ai dit même au début de mon speech, on ne peut pas dissocier la Terre
et le monde. La Terre comme l'astre sur lequel nous habitions et le monde comme un système politique. C'était une pensée ancienne des questions environnementales. C'était uniquement des questions qui étaient traitées par des géologues, des environnementalistes et tout ça. Mais par après, on a compris que on ne peut pas analyser les faits environnementaux comme ça sans pour autant mettre de côté les systèmes qui dirigent même cet astre-là. Donc, parce que les décisions que le monde qui représente un système politique, les décisions que le monde prend, a une influence directe sur l'astre sur lequel nous habitions. Donc, on ne peut pas les dissocier, raison pour laquelle on le met toujours ensemble. On parle de cette diplomatie environnementale, la politique et l'environnement. C'est un peu ça. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Merci Christian, merci à l'audience. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin donc de l'événement de ce soir.